vous êtes là pour un cours de FIS 112. Je pourrais vous demander pourquoi vous êtes là. En fait, parce que vous n'avez pas le choix, la plupart d'entre vous, donc c'est une mauvaise question. Je vais la poser autrement. Qu'est-ce que vous pensez qu'on va étudier dans un cours qui s'appelle optique géométrique? Est-ce que vous pouvez me donner quelques mots-clés, quelques noms de trucs qu'on va étudier probablement, des choses des concepts qui vont revenir dans ce cours? Lentille, objectif, télescope, convergence, divergence, foyer, image, longueur d'onde, j'ai entendu? Oui. Bon. Alors, la plupart de ces choses-là, effectivement, on va en parler. Longueur d'onde, pas tellement. On va voir que l'optique géométrique, justement, c'est la partie de l'optique où on néglige tout ce qui concerne l'aspect ondulatoire de la lumière. Je vais y revenir tout à l'heure. Et on ne sera pas tellement amené à parler de longueur d'onde. Mais tout le reste, oui. Est-ce qu'il y en a parmi vous, dites-le franchement, est-ce qu'il y en a parmi vous qui n'ont jamais entendu aucun des mots qu'on vient de prononcer? D'accord? Et il y en a d'autres, il faut que je le sache, hein, c'est pas un problème, encore une fois. D'accord. Alors, ce qu'on appelle optique, effectivement, optique géométrique en particulier, ça fait intervenir tous les mots que vous avez dit là, et d'autres. Quand on dit optique géométrique, ça sous-entend qu'il y aurait une autre optique, qui serait non géométrique, ou qui serait autre chose. Est-ce que vous savez, qu'est-ce qu'on peut mettre après optique comme adjectif, qui différencie ça de l'optique géométrique? Pour ceux qui vont continuer après à faire de la physique parmi vous, vous étudierez l'optique d'une autre manière, vous étudierez ce qu'on appelle l'optique ondulatoire. Alors je ne l'ai pas rappelé, je vais le faire tout de suite. L'optique, c'est l'étude de la lumière, essentiellement. Il y a plusieurs manières d'étudier la lumière. On peut considérer que c'est constitué de rayons lumineux, des sortes de traits tout droits qui se propagent en ligne droite, c'est ce qu'on va faire dans ce cours-là. Et on peut aller plus loin en considérant que ce sont des ondes. Ça s'appelle l'optique ondulatoire, et ça fait appel à tout un pan de la physique, qui est la physique des ondes. Et ça, vous ferez ça, pour ceux qui continuent parmi vous, vous ferez ça l'an prochain. On va quand même en parler ici un petit peu. L'optique ondulatoire, c'est ce qui permet d'expliquer des phénomènes comme la diffraction, les interférences. Et quand on étudiera les instruments d'optique, on sera amené à étudier les phénomènes qui limitent la qualité des instruments d'optique. On verra que la diffraction, par exemple, c'est un de ces phénomènes-là, donc je serai amené à en dire deux mots, mais on ne l'étudiera pas en détail. Alors, on va faire ça de façon séquentielle. On n'a pas beaucoup de cours ensemble, un 6, vous allez voir que ça passe vite. Et essentiellement, ce que je voudrais qu'on couvre dans ces 6 séances d'une heure et demie, c'est d'abord de vous rappeler ce qu'on appelle les lois de la réflexion et de la réfraction, ce que vous avez appelé peut-être les lois de Descartes dans votre cours, donc ça je vais les rappeler. Je vais étudier quelques systèmes très simples qui font appel à la réfraction et à la réflexion, notamment le miroir plan, ce qu'on appelle les dioptres plans, c'est-à-dire les surfaces entre un corps transparent et un autre corps transparent, genre surface entre de l'air et du verre, ou entre de l'air et de l'eau. Puis on verra des surfaces courbes, genre des miroirs courbés, ça sert à faire des télescopes par exemple. On verra des interfaces courbes aussi, des dioptres courbes, donc des bouts de verre courbés, ça sert à faire des lentilles. On étudiera du coup comment est-ce qu'on utilise les lentilles pour faire des images, et du coup on terminera le cours sur plusieurs manières de former des images, c'est-à-dire on a quelque chose qui émet de la lumière à un certain endroit, on s'arrange pour envoyer cette lumière à un autre endroit, pour en faire une représentation qui ressemble au truc de départ. Alors, si vous avez dessiné un Mickey lumineux ici, vous voulez que sur un écran, par exemple, vous ayez un autre Mickey lumineux. Ou bien quand vous mettez votre œil, vous voyez le Mickey lumineux qui est ici, qui soit plus grand ou plus petit, ou qui semble plus loin. Voilà. On va vouloir modifier le trajet de la lumière pour altérer des objets et en faire des images qui sont différentes de l'apparence initiale de l'objet. Ça s'appelle des instruments d'optique, tout ce qui permet de faire ça. On étudiera la loupe, probablement le télescope, la lunette astronomique, peut-être un peu le microscope, et on verra si on a le temps de faire des choses plus élaborées. Mais déjà, si on arrive au bout de ça, ça sera déjà pas mal. C'est peut-être des choses que vous avez déjà vues, d'une certaine manière, vous avez déjà abordé tout ça. Je vous invite quand même à prêter attention au cours. À beaucoup d'endroits, on va faire ça de manière plus rigoureuse que ce que vous avez fait avant, de manière un peu différente, parfois de manière plus formelle, et c'est censé ça vous préparer aussi à faire d'autres choses après, dans la suite de votre cursus, à faire des choses plus formelles aussi. Donc c'est aussi le formalisme qu'on va introduire qui est important. Encore une fois, ne prenez pas peur, le mot formalisme ça peut faire peur, ça va être des choses simples, mais il va falloir être rigoureux quand même quand on va faire des raisonnements en optique. D'accord ?
Alors c'est parti, on va commencer par le chapitre 1, qui va s'appeler simplement réflexion et réfraction. Ce chapitre va être en fait un tout petit peu plus vaste que ça. Je voudrais d'abord introduire les principes fondamentaux de l'optique géométrique. Un principe fondamental. Le principe fondamental de l'optique géométrique, je vais l'énoncer tout à l'heure, mais il dit simplement qu'on peut considérer que la lumière elle est constituée de petits raies, de petits rayons rectilignes, qu'on va appeler des rayons lumineux, et que voilà, la lumière en gros se propage en ligne droite dans certaines circonstances. Et ça, c'est basé sur l'expérience suivante, qu'on va appeler l'expérience de la passoire. Vous pouvez faire chez vous ce soir, si vous avez une passoire. Moi, j'ai tous des pâtes, donc vous avez tous une passoire. Vous avez tous une lampe de poche, hop, vous allez pouvoir faire l'expérience. Pas de problème. L'expérience est la suivante. Ça, c'est une passoire. Et on éclaire cette passoire avec une lampe torche, avec un faisceau lumineux qui vient d'une lampe. Donc là, vous avez votre bed maglite qu'on vous a offert à Noël. Hop, avec le petit bouton on, stock. Et on envoie de la lumière comme ça. Ce que c'est censé représenter ici, ça, c'est un faisceau lumineux comme ça, qui a une forme donnée. Hein. Vous avez tous en tête le ray de lumière formé par une lampe. Si vous envoyez ça sur la passoire, vous allez vous apercevoir qu'en sortie, je vais matérialiser ça un petit peu mieux comme ça, c'est vraiment quelque chose de dense ici, hein, ça remplit le cylindre qui est ici, la lumière, et quand on envoie ça là-dedans, la lumière ne sort que par les petits trous de la passoire, et vous avez quelque chose comme ça. Vous vous retrouvez avec tout un ensemble de petits traits lumineux, hein, qui représentent l'endroit, qui correspondent aux endroits où la lumière est passée dans la passoire. Si vous vous amusez à mettre un écran, là, du coup, vous voyez un ensemble de petits points qui correspondent aux endroits où les rayons lumineux viennent taper sur l'écran. En fait, si vous essayez ça ce soir chez vous, ça ne va pas marcher. Vraiment, ce serait trop simple. Qu'est-ce qui va se passer si vous faites ça? Vous allez éclairer votre passoire et vous n'allez pas voir des rayons lumineux ici, vous n'allez rien voir. Vous allez voir des points ici. Mais entre là et là, probablement, vous ne verrez rien. Ça, je vous mets en garde, on va appeler ça des rayons lumineux. Le mot lumineux ne veut pas dire que ce sont des rayons qui émettent de la lumière. Ce sont des rayons qui représentent la lumière, mais ils ne sont pas en eux-mêmes lumineux. D'ailleurs, dans les programmes de collège et lycée, maintenant on recommande souvent de dire rayon de lumière plutôt que rayon lumineux. Alors cette recommandation, elle commence à être un peu ancienne, mais elle n'a jamais pris. Hein. Les gens, depuis toujours, disent rayon lumineux et ils continuent malgré cette recommandation. Et je ferai pareil. Rayon lumineux, ça voudra dire, c'est équivalent à rayon de lumière. Si vous voulez les voir, là, les petits traits, et ben, ce qu'il faut faire, c'est mettre un milieu là-dedans dans lequel la lumière puisse en fait être visible. Donc si vous prenez de la poussière, par exemple, vous faites tomber de la poussière ici ou de la craie, ça marche vraiment super bien. Vous n'avez pas de craie chez vous. Hein. Et vous tapez comme ça, voilà, au-dessus d'un rayon lumineux, vous allez vraiment voir les petits rayons lumineux là-dedans, simplement parce que les petites particules de craie vont briller juste quand elles passent dans le rayon lumineux, et vous allez avoir une succession de particules de craie qui passent devant les rayons et les matérialisent. Entre parenthèses, ces rayons lumineux, on les voit dans pas mal de films d'espionnage. Chaque fois que vous avez un trésor qui est super bien gardé avec des lasers, vous avez une super scène où vous avez des lasers rouges partout. C'est débile, hein. Un laser, on ne le voit pas. C'est d'ailleurs pour ça que c'est un petit peu dangereux comme instrument, s'il est suffisamment puissant. Vous allumez un laser, vous voyez absolument rien là, et puis vous voyez un point lumineux à l'endroit où le laser touche l'endroit où il va. Mais entre les deux, vous n'avez rien. Si vous voulez voir, hop, avec votre craie, vous faites ça. Alors dans certains films, il y a effectivement ça, ils sont obligés de prendre une petite bombe là, pour voir le passage de la lumière. C'est exactement ce que je viens de dire, ça envoie des petites particules qui matérialisent le trajet de la lumière. Mais encore une fois, le faisceau laser lui-même n'est pas visible. Bon.
Donc quand on a fait cette expérience, on se dit, bah, d'accord, ce qu'a fait la passoire là, elle a sélectionné parmi la lumière qui était ici, certains des rayons lumineux qu'elle contenait, et on peut très bien faire l'hypothèse suivante, là, les traits qui sont ici, en fait, ils se prolongeaient là-dedans, celui-là se prolongeait comme ça, celui-là se prolongeait là, etc. Et en fait, le faisceau qui était ici était constitué d'une infinité de petits rayons lumineux qui étaient tous serrés les uns avec les autres. Et ça, du coup, ça formait effectivement un faisceau. Le mot faisceau, hein, ça représente quelque chose de bien précis dans la langue française. Si vous avez un faisceau de branches de bois, ça veut dire que vous avez pris les branches de bois, vous les avez empilées, puis vous les avez prises comme ça, vous avez fait une sorte de bouquet. Hein. Donc c'est vraiment ça, un faisceau lumineux, on peut le voir comme une sorte de bouquet de rayons de lumière. Ça, c'est cette hypothèse-là, donc que les faisceaux de lumière sont faits d'une infinité de rayons lumineux, c'est ça le principe fondamental de l'optique géométrique. Je l'écris et j'en discute. Les faisceaux lumineux peuvent être décomposés en une infinité de rayons rectilignes. Rectiligne, je vais en parler après. Pour l'instant, je vais juste mettre de rayons lumineux que l'on peut étudier de manière indépendante. Donc, ce que je veux dire par étudier de manière indépendante, c'est qu'une fois qu'on a tous ces rayons lumineux-là, si je veux savoir comment se propage, par exemple, le rayon lumineux qui est ici, je n'ai pas besoin de savoir ce qui se passe dans son entourage, j'ai juste à savoir si lui, il arrive au niveau d'un trou, ah bah ok, il passe, s'il arrive au niveau de là où il n'y a pas de trou dans la passoire, bah il passe pas. Et je n'ai pas besoin de savoir ce qui se passe pour ces rayons lumineux voisins. Pour étudier ce rayon lumineux-là, j'ai juste besoin de savoir ce qui se passe le long de sa trajectoire, s'il y a un obstacle à l'endroit où il arrive ou pas. Ça vous semble évident? Probablement, mais sauf que c'est faux. D'accord? Et il y a une expérience qui est peut-être un petit peu bizarre pour vous, mais je vais quand même vous la présenter. Imaginez qu'on ait un faisceau de lumière qu'on fait passer dans un trou, comme ça. Donc on a vraiment un gros faisceau de lumière, hein, comme ça, qui couvre largement le trou, et on fait passer ça dans un écran opaque, donc percé d'un trou circulaire. Qu'est-ce qu'on voit à la sortie du dispositif? La lumière qui arrive ici est bloquée, celle qui arrive là passe. Et ce qu'on voit finalement, c'est en sortie un faisceau qui a la même forme que le trou ici, un faisceau cylindrique qui vient, si on met un écran maintenant d'observation ici, former une tâche circulaire. Voilà, ça c'est ce qu'on a envie de dire si on imagine l'expérience. Ça c'est vrai à condition que, c'est vrai approximativement, à condition que le trou ne soit pas trop petit. Si vous faites l'expérience avec des trous de plus en plus petits, la tâche ici d'abord va effectivement commencer à diminuer comme on s'y attend, mais au bout d'un moment, si vraiment la tâche ici devient trop petite, celle-ci, si le trou ici devient trop petit, la tâche ici va commencer à s'élargir. Donc je recommence, hein, si on ferme la taille du trou ici, vous avez la tâche qui diminue, qui atteint une taille minimum, puis qui se met à augmenter alors même que vous êtes en train de diminuer la taille du trou. Ça, ce phénomène, ça s'appelle la diffraction. C'est quelque chose qui fait intervenir la nature ondulatoire de la lumière. Ça a été découvert il y a pas mal de temps, c'est maintenant bien compris. Et on va ici s'intéresser à l'optique dans des conditions où ce phénomène-là n'a pas lieu. C'est-à-dire on va considérer des obstacles ou des ouvertures dans des faisceaux, dans des écrans, des ouvertures donc, qui sont suffisamment grosses pour que ce phénomène puisse être négligé. D'accord ? Mais il est quand même là, hein, et en particulier, alors ça c'est pas l'expérience bizarre que je voulais mentionner, c'était son introduction. L'expérience bizarre maintenant c'est plutôt la suivante. Imaginez que vous ayez un trou ici qui soit petit, que vous envoyez là-dedans de la lumière qui passe juste à l'intérieur du trou. Donc on n'éclaire pas du tout l'écran lui-même, on envoie la lumière vraiment qu'au niveau du trou. Hein. On s'arrange pour faire ça d'une manière ou d'une autre. Si le trou ici est suffisamment petit, et ben la lumière elle part quand même comme ça, en faisant une tâche élargie, si on met un écran plus loin. C'est-à-dire que même si elle n'a pas du tout vu les bords, on a l'impression qu'elle est passée partout dans un endroit où il y avait de l'air simplement, hein, et ben le simple fait qu'il y ait un trou ici, ça élargit le faisceau.
Ce phénomène de diffraction, là, c'est pas juste comme on pourrait imaginer dans un premier temps, la lumière qui tape sur le bord et puis qui part en sucette. Hein. C'est pas ça, c'est plus compliqué. Donc tout ça pour vous dire que le principe qui est ici, du coup, il serait mis en défaut dans les situations que je viens d'énoncer là. Dans ce sens, c'est vraiment un principe, c'est-à-dire, on fait ça souvent en physique, on dit, bah, on va considérer que ça c'est vrai, donc on va éliminer d'emblée les situations dans lesquelles ça ne l'est pas, et tout ce qu'on va faire après ne s'appliquera qu'aux situations où ça c'est vrai. Mais il y en a beaucoup, hein, c'est ça le truc. On peut se permettre de faire cette approximation parce qu'avec ça, vous pouvez comprendre comment marchent des lunettes de vue, comment marche un télescope, comment marchent des grands télescopes, le télescope spatial Hubble, comment marchent les microscopes que vous utilisez en TP, etc. Donc je ne suis pas en train de vous dire que ok, on écrit un truc, c'est un peu pourri et puis en fait c'est faux, quoi. Oui, c'est faux, non, c'est pas pourri. C'est faux rigoureusement, en toute rigueur. Ça conduit à des petites imprécisions, à des choses qui ne sont pas vraies si on commence à se mettre dans des situations particulières, mais dans beaucoup de situations, ça va donner des résultats qui sont remarquablement corrects. Donc l'optique géométrique est basée sur ça. Il y a un deuxième pan au principe fondamental. Une fois qu'on a ces rayons lumineux, il y a une deuxième partie de la phrase qui est que les rayons lumineux se propagent en ligne droite. Dans les milieux homogènes. Je vais dire tout de suite ce que ça veut dire que homogène. Un milieu homogène, c'est un milieu qui a les mêmes propriétés partout. Vous avez un bloc de verre, le bloc de verre est homogène si vous n'avez pas de bulle dedans, si vous n'avez pas un endroit où le verre est plus dense que l'autre, etc. Donc les propriétés sont les mêmes en tout point du monde. Dans ces milieux, les rayons lumineux se propagent en ligne droite. Attention, dans un milieu homogène, peut-être que vous êtes en train de penser, non mais c'est débile, ça on sait que c'est pas vrai, parce que par exemple quand j'ai de l'air et de l'eau, ou de l'air et du verre, par exemple je prends un bloc de verre et j'envoie un rayon lumineux dessus, et bien à l'interface entre l'air et le verre, le rayon il est dévié, donc ça ne fait pas une ligne droite en tout. Ben non, parce que ce n'est pas un milieu homogène. L'air et le verre, il y a des endroits où c'est de l'air et il y a des endroits où c'est du verre, donc on ne peut pas considérer tout ça comme un milieu homogène. Par contre, dans l'air en lui-même, oui, c'est un milieu homogène, ça se propage en ligne droite, et dans le verre en lui-même aussi. Et quand ça passe de l'un à l'autre, c'est pas forcément le cas. Ça, on y reviendra tout à l'heure. Alors, je voudrais, avant d'en venir vraiment à la réflexion et à la réfraction, des phénomènes que vous connaissez déjà, je voudrais qu'on illustre ça avec un phénomène vraiment tout simple, qui n'est pas forcément très connu, et surtout qui va nous permettre d'introduire déjà quelques manipulations formelles, un petit peu de maths dont on va avoir besoin dans la suite. Et ça s'appelle sténopée. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est qu'un sténopée? Ah non. Ouais. C'est une sorte d'appareil photo, tout à fait. Qu'est-ce qu'il a de particulier? Non? Personne ne sait? Ben, c'est un appareil photo super simple, il n'y a pas de lentille. Vous pouvez le faire chez vous hein, avec un boîtier normal. C'est juste un trou. En fait, vous prenez une plaque, faites un petit trou dedans. Derrière, vous mettez un écran d'observation. Voilà, vous mettez ça dans le noir, faites une boîte. Et vous apercevez que si vous faites ça, si vous arrivez d'une manière ou d'une autre à regarder dans la boîte ce qui se passe ici, vous allez voir une image inversée de ce qu'il y a devant. Ça, alors je suis en train de parler d'appareil photo, il n'y a même pas besoin d'appareil photo pour faire ça. Vous prenez un tube de sopalin vide, stock, vous voyez en carton là, hein, le cylindre qu'il y a au centre des tubes de sopalin, paf. Vous mettez sur un côté un bout de papier, un bout de carton opaque, vous percez d'un petit trou. Vous mettez de l'autre, alors non pas un écran parce que ça va être dur d'aller voir, à moins de mettre quelqu'un dedans qui attend que vous ayez fini, ça va pas marcher. Vous mettez un bout de calque sur l'autre extrémité du carton. Ici, donc le tube est comme ça. Vous mettez ici un carton avec un petit trou et là, ici, vous mettez un calque. Et vous allez vous apercevoir que si vous avez un objet suffisamment lumineux devant vous, vous mettez le truc comme ça, donc vous arrangez qu'il n'y ait personne parce que vous êtes un peu d'arbette avec le tube de sopalin, mais vous allez voir ici sur l'écran du coup, hein, en calque,
une image inversée de ce qui se trouve devant. On va étudier tout de suite, assez rapidement, mais je vais quand même dire une chose, ce système optique qui est vraiment extrêmement simple. Comment ça marche? Ça marche de la façon suivante. Imaginez que vous ayez ici un point qui émet de la lumière. On va appeler ça un point lumineux. Allez, même mieux, je vais introduire le mot de source lumineuse. Une source lumineuse, pour nous, ça va être quelque chose qui émet de la lumière dans plusieurs directions. Voilà. Donc ça émet de la lumière par là. Je viens de dire on va considérer ici que la lumière peut être décomposée en une infinité de rayons lumineux, c'est ce que je vais faire ici. La source, la lumière qui est issue de la source, je la décompose en tout un tas de rayons lumineux. Parmi ces rayons, il y en a un qui va passer dans le trou. Donc il va continuer là-bas, il va venir taper sur l'écran ici, alors que tous les autres vont passer à côté et ne vont pas traverser le système. Donc si vous avez une source lumineuse qui est ici, vous allez vous retrouver à cet endroit-là avec un point lumineux. C'est pas super exaltant comme scène, on va faire un truc un peu plus rigolo. Mettons maintenant une deuxième source lumineuse. Ici, et plus là, autre source. Allez, on va faire sérieux, on va leur mettre des lettres. Source lumineuse, une qui est S et une qui est S'. De la même façon, celle-là, elle émet de la lumière un peu partout. Et il y a un rayon ici qui va passer effectivement dans le dispositif, qui va faire un point lumineux à un autre endroit de l'écran. Là, c'est vous qui allez travailler un petit peu. Je vais vous demander de calculer quelque chose. Je vais vous demander de calculer la distance ici entre les deux points sur l'écran. Vous allez voir, ça va nous servir à quelque chose. Je vais l'appeler par exemple petit h. Connaissant grand H, la distance entre les deux sources de départ, et vous aurez aussi besoin de deux autres quantités qui sont ici petit l, l'écart entre le trou et puis l'écran d'observation, et vous aurez besoin de grand L, la distance entre l'écran et puis la source. Alors c'est peut-être plus judicieux de prendre une autre définition pour grand L. Je vais regarder tout de suite ce qu'il y a dans les notes pour que vous ayez la même chose ici que ce que vous aurez dans les notes. Les notes sont sur le Moodle, donc vous pourrez aller les consulter. C'est effectivement ça que j'ai considéré. Alors je vais refaire le schéma, mais vraiment de vrai profil, pas en mettant une sorte de 3D perspective là, juste pour vous simplifier un petit peu la tâche. La situation que j'ai dessinée, c'est la suivante. On a un trou ici, un rayon lumineux qui fait ça, un autre qui fait ça. Je vous demande ici la distance h, connaissant L, grand L, et puis ici, grand H. À vous de jouer. Je vais faire un petit rappel de Thalès ici. Sur moins. Oui. Alors Thalès, vous avez vu le théorème de Thalès sous une forme qui est peut-être un petit peu différente de celle sous laquelle on va l'utiliser ici. Vous m'écoutez tous parce que si vous vous plantez sur Thalès en contrôle continu, moi je ne vais pas plus loin dans la copie. Enfin, encore une fois, c'est moi qui vais corriger vos contrôles. Et les erreurs de type, de niveau collège, ça m'horripile et je mets votre copie de côté et je ne les veux pas plus loin, d'accord? Donc, au moins une fois, même si vous pensez le connaître, regardez-le quand même. Il y a une manière de se tromper ici, vous pouvez écrire un truc faux alors que vous pensez connaître Thalès sur le bout des doigts. Thalès, le théorème de Thalès, vous dit la chose suivante: si vous avez deux droites comme ça qui se coupent entre elles, et si en plus vous avez deux droites parallèles qui viennent couper ces droites-là, c'est un peu compliqué, il y a quatre droites, c'est bon. Ça vous dit des choses, Thalès, sur les rapports entre certaines distances qui interviennent là-dedans. Si ça je l'appelle O, A, A', ça je l'appelle B et B'. Alors allez-y, est-ce que quelqu'un peut me dire ce que dit le théorème de Thalès dans cette situation-là? OA sur OA' est égal à OB sur OB'. Tout à fait. C'est égal à B.
Et c'est aussi égal à celui-là sur celui-là. Oui. Donc ça, très bien. Vous avez l'air de le connaître par cœur, c'est super. Ça, on aura besoin sous cette forme-là, pas de souci. Ici, on n'est pas tout à fait dans la même situation. Si on veut appliquer le théorème de Thalès ici, les deux droites qui se couvrent, ça va être les rayons lumineux qui sont là. Mais les deux droites parallèles ici, ça va être la verticale ici et la verticale ici. Elles ne sont pas du même côté par rapport au point O. Donc attention. Je vais maintenant refaire le schéma qui est ici, en mettant dans une autre situation où on va supposer que c'est parallèle. Ouais, celle-là à peu près. Ok. Ici, je vais mettre A' de ce côté-là, et je vais mettre B' de ce côté-là. OA sur B. Alors, ce que vous me dites ici, OA sur OB' est égal à OB sur OA'. C'est ça que vous voulez me dire? Oui. Ça, par contre, ça devient faux parce que ici, les positions de A' et de B', elles ont été interverties sur mon dessin. Vous voyez que quand on trace comme ça, le point qui appartient à la droite OA, c'est B' ici. On peut intervertir la notation si vous voulez, ou on peut aussi réécrire les lois. Et effectivement, ce que dit le théorème de Thalès, c'est que cette distance-là sur celle-là est égale à celle-là sur celle-là. Ici, les distances et à aucun moment interviennent les distances ici entre ces deux droites-là. Donc, si on applique ça dans la situation qui est au-dessus, le théorème de Thalès vous dit ici que la distance qui est ici, h sur L, est égale à grand H, non pas sur grand L, c'est là où vous pouvez nous faire surprendre, mais sur cette distance-là, c'est-à-dire grand L moins petit l. D'accord? Donc du coup, la distance qu'on cherche, petit h, est égale à grand H, L, sur grand L moins petit l. Voilà. C'est pas compliqué, il faut juste faire attention à appliquer le théorème de Thalès correctement. Ok. Donc, ce qu'on est en train de dire ici, une des conséquences de cette égalité-là, c'est que la distance petit h ici, elle est proportionnelle à la distance grand H. D'accord? Si j'ai un éléphant ici avec un éléphanteau à côté, allez, dessinons un éléphant. Non, voici. Non. Allez. Situation plus intéressante que celle-là, dessinons un éléphant. Voilà. Si on met l'éléphant devant la boîte ici, ben on a le haut de l'oreille qui va venir faire un point lumineux ici. Hein. Imaginez que l'éléphant, donc la lumière qui est réfléchie la lumière du soleil arrive sur le haut de l'éléphant ici et réfléchit dans cette direction-là, ou est réémis dans cette direction-là, traverse le trou, vient taper là. Ce qui est émis par le bout de la trompe, ça fait ça, ça vient faire un point là. Ce qui est émis par l'œil, ça va faire un point au milieu. Et en fait, vous voyez bien qu'on se retrouve ici avec des distances qui sont partout proportionnelles aux distances qu'il y avait dans l'objet de départ. Ça va s'appeler, d'une manière un peu plus précise plus tard, une image. On a ici un objet et on a ici une restitution des proportions des différents points qui constituent l'objet sur un écran et ça va s'appeler l'image. Et on a du coup ici un éléphant à l'envers. Ok, on a un éléphant à l'envers. Ok, bon, on a un éléphant à l'envers. Ça sera plus facile sur la vidéo et Photoshop. Donc, bref. Donc on se retrouve ici avec effectivement quelque chose qui ressemble à l'objet. Donc ça, c'est une première manière de faire des images en optique. Donc vous voyez que c'est extrêmement simple. Ça, ce dispositif-là, on peut en construire un, mais il y en a qui sont tout faits dans la nature. Hein. Il y a vraiment plein de situations où ça se produit. Alors une situation un peu rigolote, moi la première fois que j'ai vu ça, c'était
C'était en passant une nuit en montagne dans un chalet en bois. Parfaitement, je vous raconte ma vie, c'est comme ça. Et il y avait en fait dans une des planches qui constituait le chalet, il y avait un trou en fait, un nœud du bois qui était parti, il y avait un trou. Je travaille toute la nuit, mais ça c'est un autre problème, ça fait pas partie de l'histoire. Au petit matin, sur le mur opposé au petit trou, ben, je voyais le ciel en bas, un peu bleuté, de l'herbe et puis des vaches à l'envers. Donc j'avais pas trop bu la veille, donc je croyais à ce que je voyais à ce moment-là. Et effectivement, ce que j'avais là, j'étais dans un sténopé en fait. J'étais dans ce dispositif-là. J'étais là. Il y avait le trou ici dans un des murs, et ça faisait ici une image de ce qui se trouvait là. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire chez vous. Hein. Vous ne faites pas tout dans le mur, mais vous bloquez les volets, vous mettez un rideau opaque et vous faites un petit trou, et vous pouvez comme ça projeter l'image de ce qu'il y a de l'autre côté. Une autre situation où ça se produit, un peu rigolote où ça se produit, mais ça c'est beaucoup plus rare à voir, c'est quand vous vous trimballez en forêt, vous avez les feuilles, le feuillage, quand il y a encore les feuilles, qui viennent se faire des petits trous, enfin ça masque le ciel, puis tout d'un coup, de temps en temps ça s'écarte et puis ça fait des petits trous qui laissent passer la lumière. Si le trou n'est pas trop gros, on va revenir tout à l'heure, ce que ça fait, ça agit comme un sténopé, ça fait par terre l'image du soleil, l'image ronde. Donc vous avez le trou ici qui fait, les trous dans le feuillage qui font du soleil, tout un tas d'images rondes. En général, quand vous marchez comme ça, vous ne le voyez pas ça, parce que des images rondes qui se superposent avec tous les trous qu'il y a partout, ça fait quelque chose d'un peu fouillis, on ne s'en rend pas compte. Mais quand il y a une éclipse, on voit effectivement le soleil qui a une forme très particulière, et cette forme elle est reproduite par terre, et vous avez effectivement au sol tout un tas de reproductions de l'éclipse. Vous trouvez facilement sur internet comme ça des gens qui s'amusent à faire ça, le récolter des éclipses, y compris des photos en forêt, ou alors simplement une passoire. Hein. Ils mettent une passoire là, chaque trou se comporte comme un sténopé, et vous avez tout un tas d'images du soleil en train de subir l'éclipse au sol. C'est assez impressionnant à voir, et c'est même assez joli. J'ai dit, il faut pas que le trou, il faut que le trou soit petit pour que ça marche. Ben oui, parce que là, en fait, je vous ai menti depuis le début. Il y a un truc que je vous ai pas dit. Il y a un truc qui fait que ça peut pas vraiment bien marcher. Il faut que le trou, là, il soit petit. Le trou, il n'est jamais infiniment petit, il a toujours une certaine taille, et du coup, il n'y a pas un rayon lumineux qui passe par le trou. D'accord ? Si je fais un zoom ici sur le trou qui est ici, si je regarde de près, ça a cette tête-là. Hein. Le trou, il peut être aussi petit qu'on veut, je vais aller voir avec une loupe, et ben je vais voir sa taille. Et du coup, c'est pas un rayon lumineux qui passe comme ça, comme je l'ai dit, mais c'est tout un tas de rayons lumineux. Voilà. Donc tous les points qui sont issus, par exemple, du haut de l'oreille de l'éléphant ici, ne font pas ici un point, mais ils font un rond. Ils font une tache qui a la forme du trou qui est ici. Exercice numéro 2, pour pas que vous vous endormiez avant le week-end, vous allez calculer maintenant la taille de la tache qui est ici. Je vais l'appeler petit d, en fonction de la taille du trou qui est ici. Grand D, et des autres grandeurs qui interviennent dans le texte, enfin dans la situation que l'on vient de déterminer ici. Vous avez grand L là, petit L là, vous avez un trou de taille petit d, je vous demande de déterminer la taille de la tâche grand D qui est ici. La taille petit d de la tâche qui est ici. Allez-y. Le dessin qui est ici est peut-être un petit peu trop confus pour ça, donc je vous invite à en refaire un autre à côté qui représente clairement les rayons lumineux qu'on considère, si ça peut vous aider. Est-ce que quelqu'un peut me donner un résultat? Petit d ici, oui. C'est égal à grand D? Non, ça c'est pas vrai. Alors sur mon dessin, ça allait un peu, mais on voit bien que le faisceau ici, il s'élargit. Il arrive là, donc ça va être un peu plus grand là, forcément. C'est encore Thalès?
Petit D sur grand D, argue, il prend toute la place l'éléphant. Ouais, forcément, c'est un éléphant. Petit D sur grand D. Il est égal à Non. Ça divisé par ça est égal à, d'après Thalès, tout ça divisé par tout ça. D'accord? Donc c'est grand L sur grand L moins petit L. Si ici on a une certaine taille et qu'on va 2 fois plus loin, cette tâche-là sera 2 fois plus grosse. Si on va 3 fois plus loin, elle sera 3 fois plus grosse. La taille de la tâche ici est proportionnelle à la distance totale. C'est ce que dit la relation faite ici. C'est aussi encore une fois une application de Thalès. Hein. Si on trace ça, si on représente cette situation vraiment de profil, on a ici quelque chose comme ça, on a petit d qui est ici, on a grand d qui est ici, c'est l'inverse. Et les distances qui sont ici sont grand L et ici petit l. On a ça divisé par ça qui est égal à tout ça divisé par ça. Et donc la taille de la tâche petit d donnée par d grand L sur L moins petit l. Donc la taille de la tâche est proportionnelle à la taille du trou. Donc si on a un trou trop gros, qu'est-ce qui va se passer ici? Le haut de l'oreille de l'éléphant ne va pas faire un point, mais va faire une tache. Le bout de la trompe va faire une tache aussi. En fait, on va avoir ici une image de l'éléphant dans laquelle chaque point est remplacé par une tache. Ça a un nom quand on fait de la photo. Quand votre photo, chaque point est remplacé par une tache, on dit que votre photo, elle est quoi? Elle est floue. C'est exactement ça la définition du flou. Hein. Donc vous vous retrouvez ici avec un éléphant qui est flou, et qui est d'autant plus flou que le trou ici est important. D'accord? Donc c'est un système, ça, le sténoclip marche bien si le trou est suffisamment petit. Pour les gens qui s'amusent à faire de la photo, donc si vous avez un moyen simple de faire ça, vous prenez un appareil dans lequel l'objectif est interchangeable, vous prenez ça, vous enlevez l'objectif, vous avez juste un appareil nu avec un capteur ici qui va permettre d'impressionner ce qui lui arrive dessus, donc de vraiment faire la photo. Et vous mettez ici, le plus simple c'est de mettre le capuchon. Ça c'est vendu avec un capuchon en général pour protéger de la poussière. Le capuchon vous prenez, faites un petit trou dedans avec une épingle et vous mettez le capuchon. Et vous prenez une photo avec le capuchon. Ça va marcher. Alors le truc c'est qu'il faut que le trou soit suffisamment petit. Je vais remettre ça parce que sinon la poussière de la craie ça va un peu en mettre partout. Si vous faites ça avec un trou qui est vraiment petit, il va falloir un temps de pause qui est long parce que vous avez peu de lumière qui vient. Donc vous n'allez pas prendre de la photo de Formule 1 avec ce genre de truc, hein, ça ne marchera pas. Mais un paysage, ça marche bien, un truc qui demande quelques secondes de temps de pause, ça marche très bien. Donc si vous avez un réflexe, je vous invite vraiment à faire ce genre de manip, hein, c'est vraiment rigolo à faire. Bon. Je vais en venir ensuite à une application en biologie sur ça, mais d'abord quelqu'un m'a posé une question sur le théorème de Thalès qui ne comprenait pas ce qui a été fait tout à l'heure, et effectivement, il y a un truc sur lequel vous pouviez m'interroger. Parce que là, plus rapidement probablement, donc j'y reviens ici. On avait une situation, alors je prends une situation où les deux droites sont du même côté, juste pour simplifier la notation, mais ça ne change pas grand chose. On avait OA, A', B, B'. Et vous m'avez dit tous en chœur que effectivement OA' sur OA est égal à OB' sur OB est égal à AA' sur AB. Sur B'. C'est pas l'inverse, monsieur. A'B' sur AB. Ça vous va? Ok. Et quand je l'ai appliqué, en fait, c'est pas ça que j'ai fait, effectivement. Parce que j'ai pas utilisé ici les distances qui sont là, mais j'ai pris ces distances-là. J'ai dit que ça c'est petit L, en gros, et ça grand L, enfin avec une notation un peu similaire. Et ce que j'ai fait donc, c'est que j'ai pris comme distance, les distances qui sont là, j'ai pris un point C qui est ici, et j'ai appliqué ça à OC et à OC'. D'accord? Alors c'est même pas le fait que ça soit des angles petits, en fait, on peut appliquer Thalès avec cette distance-là et puis celle-là, avec cette distance-là et celle-là, et en fait on peut montrer assez facilement, je ne vais pas faire la démonstration ici, mais que ça c'est aussi égal du coup
à OC' sur OC. D'accord? La distance qui est ici, ça divisé par ça, est égal à OC' sur OC. Ça se fait vraiment simplement. Je vous dis la démonstration. Je ne veux pas la faire pour que vous faites l'effort de mettre ça en forme si vous voulez, mais Thalès vous dit que la distance qui est ici, A'C' divisé par tout ça, est égale à ça divisé par ça. Vous faites la même chose en bas, ça divisé par ça est égal à ça divisé par ça. Vous additionnez les équations que vous allez trouver, ça va vous dire que ça divisé par ça est égal à ça divisé par ça. D'accord? Je viens de faire la démonstration oralement. Si j'ai le courage, je mettrai dans la vidéo, là, sur ce que je viens de parler, la démonstration mathématique. Mais je vous invite avant vraiment à le chercher et à essayer de comprendre pourquoi c'est clair. Donc on peut aussi appliquer Thalès avec les distances qui sont là. Et c'est ça que j'ai fait depuis. Alors le sténopé, je parlais de biologie, et effectivement il y a une application assez intéressante de ça. C'est bon? C'est à toi que je parle. C'est bon? Non, j'ai dit que je restais calme. Je restais calme pour la première fois. Donc, biologie, c'est ça? Je parlais de biologie. Vous entendez parfois des gens dire ouais, l'évolution, Darwin, tout ça, c'est n'importe quoi, parce que il y a plein de preuves que la nature ne peut pas faire des trucs parfaits. Par exemple, il y a un truc qu'on entend tout le temps, c'est, on vous dit l'œil. Puis l'œil humain, c'est un truc mais tellement parfait, c'est pas possible que ça vienne de l'évolution. Si on essaye de faire quelque chose qui vient en gros des amibes et puis pof, ça évolue, ça peut pas donner un œil avec des étapes intermédiaires valides, c'est simplement pas possible. Bien sûr que si, et on comprend même exactement, les biologistes, ils savent exactement comment est-ce qu'un organe qui marche a pu évoluer avec la sélection naturelle pour donner un œil. Et l'histoire, elle est assez, moi je la trouve assez intéressante. Donc je vous fais juste un petit peu comment est-ce qu'on sait aujourd'hui que l'œil est apparu et s'est transformé en ce qu'il est aujourd'hui. Dans les organismes qui, assez primitifs, on va dire, certains organismes assez primitifs, sont apparus des pigments sur la peau des animaux qui étaient sensibles à la lumière. Ça, et par hasard, par des mutations génétiques, il y avait tout un coup, paf, ça leur faisait un truc quand il y avait de la lumière. Bon. Ça, il se trouve que ça peut donner un avantage sélectif à ces espèces-là, c'est-à-dire qu'elles peuvent plus facilement survivre et plus facilement se reproduire et donc avoir des descendants qui ont les mêmes caractéristiques qu'eux. Donc ce gène va se propager plus facilement. Pourquoi? Parce que si effectivement ils sont sensibles à la lumière, ça veut dire qu'ils peuvent être sensibles par exemple à l'apparition d'un prédateur. Si vous êtes un poisson et puis que tout d'un coup vous sentez une ombre qui arrive, vous pouvez fuir. Si vous ne fuyez pas, vous faites bouffer. Si vous fuyez, même si c'est juste une ombre, vous ne savez pas trop où elle est, vous fuyez dans une direction, vous avez une petite chance de vous en sortir. Donc vous gagnez un peu à la course à l'évolution par rapport à l'espèce qui n'avait pas cet avantage. Une fois qu'on a ces animaux-là qui ont effectivement, alors je vais tracer ça comme ça. Ça, c'est un animal primitif. Je ne suis pas biologiste, donc c'est vraiment le principe ici que je vais vous faire. Je ne vais pas vous donner le nom d'espèce. Donc lui, il a sur lui des molécules qui sont sensibles à la lumière et il a un moyen de percevoir qu'il y a de la lumière qui lui arrive dessus. Si certaines de ces espèces ont maintenant, au niveau de leur peau, au niveau où c'est sensible à la lumière, si elles ont des rides. Imaginez que l'animal, maintenant, il ait la peau qui fasse quelque chose comme ça. Voilà. Ça arrive, des animaux qui sont un peu plus ridés que d'autres. Ça, c'est un super avantage, encore plus que d'avoir une police sur laquelle on a des pigments photosensibles, parce que si maintenant l'animal ici sent que, par exemple, il y a de la lumière qui arrive sur ce côté-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que très vraisemblablement, la lumière elle vient d'ici. La lumière qui vient de là est après sur ce côté-là. D'accord? Donc avec ces replis comme ça de la peau, il y a une première détection de la directionnalité de la lumière qui parvient sur l'animal. Si il a la lumière qui lui arrive ici et que la lumière est là, donc l'ombre elle vient d'ici, il a intérêt d'aller là-bas l'animal. Ça veut dire qu'il y a quelque chose ici qui lui bloque la lumière. Inversement, s'il a plus de lumière ici que de ce côté-là, il a intérêt à partir par là-bas. Donc ça donne aussi un petit avantage à cet animal-là. Et ce qui s'est passé au fil de l'évolution, c'est que ces replis-là se sont presque refermés. Et on est arrivé à des animaux qui avaient des organes qui sont devenus assez spécialisés, qui ressemblaient à ça, sur la peau. Ici, un trou,
quelque chose qui se fermait. Hein. Et puis, du coup, ça fait un sténopé. Ça, c'est une coupe, mais vu en 3 dimensions, ça serait vraiment une sorte de sphincter hein, qui se ferme sur une cavité comme ça qui contient des cellules photosensibles. Ça commence à ressembler à un œil. Hein. Les cellules photosensibles sont là, et là, effectivement, si vous avez ici un éléphant, vous allez voir l'image de l'éléphant là, et se sont développés en même temps des systèmes de neurones qui pouvaient analyser ça et voir comme il faut. Ça se fait dans l'eau, hein, tout ça. Ça se fait dans l'eau. C'était des animaux aquatiques qui faisaient ça. Il y en a encore, hein, il y a certains mollusques qui ont des yeux qui marchent exactement comme ça. Hein, certaines méduses, certaines sèches. Voilà. Donc là, donc c'était dans la mer, il y avait de l'eau de mer ici, et puis là aussi. Un autre avantage évolutif qui est arrivé, c'est que ça serait bien que ça se ferme ici. Parce que là, si vous avez une crevette qui vient nager dans votre œil, c'est pas cool. On veut protéger l'œil des crevettes. Donc ici, petit opercule transparent qui ferme la cavité. Ça peut sortir de l'eau du coup. Donc, si une espèce, pour une raison ou pour une autre, a des descendants qui commencent à être un peu amphibies et puis à se retrouver dehors, ils s'emportent avec eux un bout de mer. Hein. Là-dedans, c'est du liquide physiologique. Ça commence à être un œil. Ensuite, il se trouve que ça bon, c'est déjà pas mal, mais la quantité de lumière ici, pour que ça forme une image nette, elle est quand même pas très importante. Il faut que l'œil soit bien fermé ici pour que le sténopé marche. Si c'est ouvert, ça fait une image floue. Certains animaux se sont ensuite développés de manière à ce que ça forme, l'opercule qui est ici transparent forme une forme de ce type-là, c'est-à-dire une lentille, et du coup, ça on le verra après dans le cours, on peut avoir ici une ouverture beaucoup plus grande, avec ici, donc quelque chose en forme de lentille, ici une cavité sphérique, avec derrière des cellules photosensibles, ça c'est ce qu'on appelle la rétine, ça c'est l'intérieur de l'œil, et ça va être la cornée, puis éventuellement le cristallin. Voilà. Ça commence à être un œil. Après ça, il y a encore des perfectionnements qui peuvent se produire, mais voilà en gros comment est-ce que l'œil est apparu, comment est-ce que l'œil humain s'est formé au cours de l'évolution. Donc si vous entendez des gens vous dire que, ce que j'ai dit tout à l'heure, l'œil c'est trop parfait pour que, vous leur ressortez ça. Et c'est pas juste inventé, c'est documenté, hein. On a des traces des différentes étapes. Il y a encore aujourd'hui des espèces qui en sont restées, on va dire, à chacune des étapes qui précèdent là. Des poissons qui ont une peau photosensible, il y en a plein. Des poissons qui ont des replis photosensibles, il y en a plein. Des poissons ou des mollusques qui ont des sténopés, il y en a aussi. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ça? Non, ça va? Ok, donc ça clôt ce que je voulais dire sur ce système simple qui est le sténopé. Et j'attaque maintenant le cœur du chapitre 1, loi de la réflexion. Alors on va être amené, en étudiant différents systèmes optiques, à considérer des surfaces sur lesquelles la lumière se réfléchit. Je vais peut-être dire un mot sur ce que c'est que cette réflexion. Quand vous avez de la lumière, vous avez le soleil par exemple, qui éclaire un objet, dans la plupart des cas, l'objet ne réfléchit pas à la lumière. C'est assez rare que ça réfléchisse. Ce qui se passe, c'est quelque chose d'un petit peu différent. Parfaitement, c'est le carburant bucolique. Typiquement quelque chose qui réfléchit peu la lumière. Une fleur, quand la lumière arrive sur la fleur, ici sur la pétale, la lumière qui vient d'ici, elle repart ensuite dans toutes les directions. Alors en fait, ça s'appelle aussi réflexion. Il se trouve que le mot réflexion est assez général. Le phénomène auquel on va donner le nom de réflexion ici, ça va être un phénomène un peu différent, ça va être sur des surfaces qui sont polies, la surface de métaux par exemple, sur lequel la réflexion ne va pas se faire de cette manière-là, c'est-à-dire la lumière ne va pas se comporter comme ça, ça va être plutôt quelque chose un bout de métal, on a de la lumière qui arrive dessus, et dans pas mal de situations, la lumière qui arrive d'une direction donnée ne repart que dans une autre direction bien définie. La lumière qui arrive là ne repart pas dans cette direction-là, ni celle-là, mais elle repart par là-bas. À une direction incidente donnée correspond une
direction émergente donnée. C'est ce que vous appelez, vous, la réflexion. Quand vous regardez la réflexion d'une montagne sur un lac, c'est ce phénomène-là qui rentre en jeu. Donc c'est celui-là qu'on va considérer maintenant. Ce phénomène de réflexion obéit à une loi extrêmement simple que je vais vous rappeler. Et on va ensuite voir les conséquences de cette loi. Alors je vais avoir besoin quand même d'introduire un petit peu de vocabulaire. Donc, je vais considérer ici une surface réfléchissante, dans le sens que je viens de dire, qui est plane. Ça n'a pas besoin d'être plan, mais pour l'introduction que je veux faire ici, ce sera plus simple dans cette situation. Je vais considérer un rayon lumineux qui arrive sur cette surface. Donc ça va s'appeler le rayon incident. Et je vais avoir besoin d'une direction privilégiée qui est relative à la surface, qu'on va appeler la normale à la surface. C'est la direction qui est comme ça. C'est la direction qui est perpendiculaire à la surface. Donc vous avez une surface donnée, c'est la droite qui est perpendiculaire à toute droite, toute droite du plan. Ça s'appelle la normale à la surface. Les lois de la réflexion, il y en a deux en fait. Il y en a une qui vous donne l'angle avec lequel le rayon réfléchi repart, en fonction de l'angle d'incidence que je vais définir tout de suite, et vous dit aussi dans quelle direction ça repart. La première loi de la réflexion vous dit que d'abord, le rayon réfléchi, que je vais tracer tout à l'heure, est dans le plan défini par la normale et le rayon incident. Et le rayon incident. Ça, ce plan-là, c'est ce qu'on appelle le plan d'incidence. Le plan d'incidence, par définition, c'est le plan qui contient la normale et le rayon incident. Donc ici, ça serait, si on traçait ça en 3 dimensions, ça serait un plan qui serait comme ça. Voilà. Le plan en pointillé ici que j'ai commencé à esquisser contient le rayon incident et contient la normale. D'abord, le rayon réfléchi va être dans ce plan-là. Ensuite, il a une direction bien donnée. Si cet angle-là, je l'appelle θ. Le θ qui est ici, on l'appelle l'angle d'incidence. Alors, le rayon réfléchi repart dans une direction qui est aussi donnée par θ. Ça repart avec le même angle. Et ça, on appelle ça l'angle réfléchi. Et la loi de la réflexion vous dit que l'angle réfléchi est égal à l'angle d'incidence. C'est extrêmement simple, hein. Vous l'avez tous déjà vu, voilà, je vous le redis, on va maintenant explorer quelques conséquences de ça. Sauf si vous avez des questions, évidemment. La première conséquence importante de ça, c'est ce qu'on appelle le stigmatisme du miroir plan. Si pour une raison ou pour une autre, vous avez débranché vos neurones en vous disant que tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant c'est trop facile, rebranchez-les maintenant. Ça ne va pas être tellement plus compliqué, mais c'est probablement des choses que vous n'avez pas vues. Donc on va mettre ici en évidence une propriété vraiment fondamentale du miroir plan, qui s'appelle le stigmatisme. Le miroir, je le dessine comme ça. Les miroirs, on les dessine souvent de cette manière-là en optique. On met des hachures du côté où la lumière ne passe pas. En fait. Donc dans un miroir, ici un miroir plan, on a de la lumière qui arrive comme ça. Elle ne traverse pas. Elle repart comme ça. Alors ça vous semble évident. Je vous ai déjà dit ça plusieurs fois en mécanique, et là je vais le redire encore une fois, ça c'est quelque chose, vous allez vous tromper. Là vous trouvez ça évident, mais je suis sûr que dans un tiers des copies du prochain contrôle, un tiers des copies,
je vais voir des rayons qui font ça ou qui font ça. Vraiment, hein. Parce qu'à un moment, vous allez confondre avec une lentille ou avec un autre truc. Non, s'il y a des hachures comme ça qui désignent un miroir, la lumière ne passe pas de ce côté-là. D'accord? Donc le rayon lumineux ne traverse pas. Faites l'expérience chez vous, prenez un miroir, planquez-vous dans l'armoire de la salle de bain, demandez à quelqu'un d'allumer la lumière, vous ne la verrez pas. Alors, la propriété du miroir que je voudrais considérer, c'est la suivante. On va considérer ici qu'on a une source qui émet de la lumière, et on va construire différents rayons lumineux qui sont émis par la source, et on va voir comment est-ce qu'ils sont réfléchis par le miroir, et on va voir une propriété intéressante qui est qu'ils semblent tous provenir d'un point qui est situé ici, symétrique de S par rapport au miroir. Donc, encore une fois, cette propriété vous semble probablement évidente. Attention, la démonstration ne l'est pas forcément pour tout le monde. Ça fait appel à de la géométrie, il y a un ou deux trucs à dire. Donc soyez contents si vous avez compris la démarche ici, pas le résultat. Évidemment, le résultat, vous le connaissez. D'accord ? Alors c'est parti. On va commencer par considérer un rayon extrêmement simple, pour lequel on peut savoir facilement ce qu'il devient. Je vais considérer un rayon qui arrive ici perpendiculairement au miroir. Quel est l'angle d'incidence de ce rayon ? J'entends 90, 0, 180. Donc l'angle d'incidence, c'est l'angle qui est ici, là. C'est 0, effectivement, on est dans le cas où ce rayon, il est collé comme ça. Donc l'angle d'incidence ici est nul. Donc l'angle réfléchi est nul. Il repart dans la direction initiale. Très bien. Je vais mettre en jaune ici le rayon qui repart. En blanc, le rayon incident, en jaune, le rayon réfléchi. Jusque-là, il n'y a pas de quoi se rouler par terre, on est bien d'accord, ne nous roulons pas par terre tout de suite. Ça. On a maintenant un deuxième rayon qui arrive ici avec une incidence que je vais noter. Je vais mettre en rouge les normales par la suite. Si ici j'ai une incidence θ, ça repart dans cette direction-là avec le même angle θ. Et vous allez voir que ça va être intéressant pour la suite de tracer le prolongement de ces points-là. Je vais adopter un système de couleurs cohérent quand même. Je vais mettre des couleurs. Donc je vais mettre en jaune les rayons réfléchis. J'ai dit donc lui, je vais le retracer mais en jaune. Voilà. Et je vais tracer ici en pointillé le prolongement de ces rayons réfléchis. Pour quelqu'un qui se trouve de ce côté-là du miroir. Et donc la lumière ici, qui est émise de S, va vers le miroir, revient. S'il n'y a que ces deux rayons-là, le rayon jaune qui est ici et le rayon jaune qui est ici, le gars qui est ici et puis qui regarde dans la direction du miroir, il a l'impression que ces deux rayons-là proviennent finalement de ce point-là. Si on avait ici pas de miroir et une source S' ici, du point de vue de ces deux rayons-là, ça serait vraiment complètement équivalent. Si ici je mets une source que je vais appeler S'. La question que je pose maintenant, c'est si on prend un troisième rayon avec une incidence encore différente, je vais le prendre vers le haut, ce rayon-là, là, il est aussi réfléchi en respectant les lois que je viens de donner. Je vous demande maintenant de démontrer que si j'appelle ici S seconde le point où se coupe le prolongement de ce rayon réfléchi et puis de celui-là, je vous demande de montrer que S' est égal à S seconde. Qu'en fait, ces trois rayons ici semblent provenir du même point. Ici, c'est une démonstration de type mathématique, hein, c'est juste de la géométrie. Est-ce que vous pouvez montrer que les points S' et S seconde sont confondus? Je redis oralement ce que sont S' et S seconde. S', c'est le point où se croise le prolongement ici du rayon réfléchi, le premier que j'avais dessiné, et le deuxième. S seconde, c'est le point où se croisent les prolongements du premier rayon que j'ai dessiné et du troisième. Montrer qu'ils sont effectivement confondus. Je vous laisse une minute pour réfléchir, et puis on fera ensemble tout ça. D'accord. Alors je voulais pas le faire comme ça, mais c'est bien aussi, donc je vais essayer de suivre précisément ce que tu dis. Donc ça, on va l'appeler alpha. Cet angle-là, c'est celui-là que tu fais intervenir. Alors,
Tu me dis que cet angle alpha, on le retrouve ici. C'est vrai ça? Bah oui, parce qu'en fait, du coup, alpha il est ici en dessous. Je prolonge la normale là. Effectivement, l'angle θ qui est ici, on le retrouve ici. Ouais, et donc après, avec les angles alternes. Enfin, on le retrouve, pardon, ici. Sinon, on peut dire que alpha, c'est aussi ce qui est en dessous de... Alors alpha, moi je le vois ici. Hein. Vous êtes d'accord? Mais aussi en dessous. Alors qu'ici, on a θ. Oui, non, mais en dessous, là, en dessous. Là? Voilà, et avec l'angle alterne, ben, on trouve l'alpha qui est décidé. D'accord, on va faire ça comme ça. Ok. Alors, j'ai écrit beaucoup de choses, peut-être que c'est pas très clair. L'angle qui est ici, là, on l'a noté alpha, en fait, je vais le rappeler autrement. Si on connaît θ ici, quel est l'angle alpha? Voilà, alors je vais noter ça en radian, c'est pi sur 2 moins θ. On a un angle droit ici, hein. Donc l'angle rouge ici, c'est pi sur 2 moins θ. L'angle qui est ici, c'est θ, puisque c'est l'angle que fait cette droite-là avec cette droite-là. On vient de dire ici, d'après la loi de la réflexion, que ça c'est θ. Donc si on a θ là, on a aussi pi sur 2 moins θ ici. Comme on a un angle droit à cet endroit-là, ça vous dit effectivement, avec simplement en appliquant la trigonométrie, on a effectivement, puisqu'on a une longueur donnée ici, on a le même angle ici, on a que cette longueur-là est égale à cette longueur-là. C'est tout à fait une manière de faire. Bon, vous verrez dans les notes, il y a une manière un peu plus géométrique qui considère les propriétés d'un triangle isocèle dont la hauteur ici est aussi une médiatrice. Ça fait appel à des souvenirs de collège. Mais bon, cette démonstration me convient aussi. Et donc, on obtient ici que si ça, j'appelle le point qui est ici O, on obtient que ES est égal à OS'. Pourquoi est-ce que c'est intéressant ça? Parce qu'on peut refaire évidemment la même démonstration avec le triangle du dessus. Avec le triangle du dessus, on montre exactement de la même manière que OS est égal à OS seconde, et donc que ces deux grandeurs-là sont égales. Donc les deux points S', S seconde sont confondus. Donc le dessin correct, il faut faire, là j'ai fait un correct exprès pour isoler S seconde, mais finalement ce qu'on a c'est que le rayon ici passe par ce point-là. Et en fait, quel que soit le rayon incident ici, le prolongement du rayon réfléchi passe par S'. C'est un truc de fou ça quand même quand on y pense. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on met un objet devant un miroir, donc, je vais faire le dessin ici de manière un petit peu plus complète. S' ici, je prends n'importe quel rayon qui semble provenir ici. Je vais essayer de faire un effort pour les faire droits. Voilà. Je prends autant de rayons que je veux. Tous les rayons réfléchis ici semblent provenir de ce point de vue, de ce point-là. Ça veut dire que si vous avez un gars qui est là et qui regarde dans la direction du miroir, pour lui, tout se passe comme si la source S n'était pas là, mais se trouvait ici. D'accord? Tout se passe comme si. Ça, c'est là une propriété évidente des miroirs. Ça veut simplement dire que quand vous mettez un objet devant le miroir, vous avez l'impression qu'il est là. Là, on n'a pas inventé l'eau chaude. Hein. Bon. Cette propriété, elle porte un nom parce qu'elle est rare dans les systèmes optiques et du coup, elle est aussi assez précieuse quand on arrive à la réaliser. Cette propriété qui fait que tous les points issus d'un point source, tous les rayons issus d'un point source semblent provenir d'un même autre point, ça s'appelle le stigmatisme. Plus précisément, ça va s'appeler le stigmatisme rigoureux. On verra la prochaine fois une autre notion un petit peu moins forte de stigmatisme approché. Donc je vous donne ici la définition du stigmatisme rigoureux. C'est quand tout rayon lumineux issu d'un point S du coup on l'appelle lui l'objet, semble provenir, je vais mettre où converge vers, on aura les deux situations en fait. Ça, on aura l'occasion d'y revenir dans la suite du cours avec d'autres exemples. Semble provenir de converge vers un même point
S', du coup, qu'on appelle l'image. C'est l'image de S. Si j'avais pris un autre point S, j'aurais obtenu un autre point S'. Donc S', c'est une image qui est associée à l'objet S. Donc faire une image en optique géométrique, ça veut dire ça de manière rigoureuse, c'est s'arranger pour que tous les rayons issus d'un point, ou bien aillent converger en un autre, ou bien semblent provenir d'un même point, comme c'est le cas ici. Et donc pourquoi ça est-ce que c'est intéressant? Dans le miroir plan ici, ça veut dire que vous avez transformé un objet qui se trouve ici en virtuellement quelque chose qui est ici. Tout se passe comme si l'objet était là. Donc tout se passe comme si vous aviez déplacé l'objet d'un point à un autre. Tout ce qu'on va étudier en optique géométrique, ça va être des systèmes dans lesquels cette propriété-là s'applique le mieux possible. Si on arrive à faire un système pour lequel vous avez ici une planète qui est lointaine, stock, vous la regardez à travers un système et les rayons lumineux issus de ça, tous les rayons lumineux issus par exemple du bout ici de l'anneau arrivent ici, ceux issus de l'autre bout de l'anneau arrivent là et vous arrivez à faire ça. Donc si vous arrivez à transformer ça en ça avec la propriété qui est ici de stigmatisme, encore une fois, donc tous les rayons issus d'un point ici viennent converger en un point là, vous aurez fait une image. Si vous arrivez à la faire agrandir, vous aurez, c'est tant mieux, vous verrez mieux l'objet. C'est ça le but ultime de l'optique géométrique, c'est d'arriver à faire des systèmes de ce type-là. Si la propriété de stigmatisme ici n'est pas réalisée, c'est râpé ça. Qu'est-ce que ça voudrait dire que la propriété de stigmatisme n'est pas réalisée? Ça veut dire que parmi les rayons qui viennent du bout de l'anneau, là par exemple, j'en ai un qui vient ici. Le rayon qui passe ici vient converger là, et le rayon qui passe encore plus haut ici irait converger ailleurs, genre ici. Ça ferait une grosse tâche. D'accord? Les lentilles, en fait, c'est le cas. Les lentilles ne vérifient pas le stigmatisme rigoureux. Argue. Pire, on peut montrer que très peu de systèmes vérifient le stigmatisme rigoureux. En fait, si on cherche des systèmes qui sont rigoureusement stigmatiques partout, c'est-à-dire vous mettez un point objet ici, vous aurez un point image qui vérifie le stigmatisme rigoureux de l'autre côté, il n'y a qu'un seul système qui fait ça. Alors, en fait, on vient de voir qu'il y en a un, c'est celui-là, c'est le miroir plan. D'accord ? Donc dès que vous prenez un système optique qui est plus compliqué qu'un miroir plan, cette propriété-là ne sera pas correcte. Ça semble anéantir tout espoir de faire des images avec autre chose que des miroirs plans. C'est un petit peu embêtant, hein. On aime bien se regarder dans les miroirs, mais au bout d'un moment ça suffit, quoi. Bon. Alors ce qu'on verra la prochaine fois, c'est qu'il y a une propriété de stigmatisme un petit peu moins forte, ça s'appelle le stigmatisme approché, dans laquelle on va voir que les points ici, certes, peuvent être différents, mais s'ils sont suffisamment proches l'un de l'autre, ça peut ne pas importer. D'accord ? Alors, il me reste 5 minutes. Hein. Très bien. Je vais introduire sur ce système simple la notion de relation de conjugaison et puis on s'arrêtera là. Je prends un miroir ici, je vais considérer un objet. Maintenant, ce que je vais appeler objet, ça va être ce que j'ai dit là, c'est un endroit, un point d'où sont issus des rayons lumineux. Je vais l'appeler A, parce que assez souvent dans les formules que vous avez déjà apprises, en fait, vous avez appelé A les objets. Je vais l'appeler A. Ce qu'on vient de dire ici, c'est que pour un miroir plan, l'image se trouve ici, au point A' symétrique de A, par rapport au point ici, que maintenant, lui, je vais appeler S. Maintenant, S comme sommaire. La propriété qu'on vient de voir, elle s'écrit SA' est égale à SA. Si vous réfléchissez 2 secondes, vous apercevez qu'en fait, ça ne suffit pas pour déterminer la position de A'. Si je vous avais simplement dit, ben voilà, j'ai une situation avec A ici et S ici,
si je vous avais dit tracez-moi un point tel que SA est égal à SA', tracez-moi A', il y a une personne sur deux probablement qui aura mis A' ici. Ce point, le point qui est ici, a vérifié aussi SA est égal à SA'. Ils sont au même endroit, donc à la même distance. Donc on introduit, pour bien séparer les deux situations et vraiment localiser le point A', on introduit une notation en optique que je vous demande vraiment de maîtriser. Elle va intervenir tout le temps. Ça s'appelle les distances algébriques. C'est vraiment très simple. Pour définir des distances algébriques, ça va être pour des points qui sont sur un axe. On a un axe qu'on oriente avec un sens positif. On commence par définir un sens positif arbitraire. En général, vous choisirez celui que vous voulez, peu importe. Simplement, une fois que vous avez cet axe positif, vous écrivez des grandeurs de ce type-là. SA avec une barre dessus, ça va vouloir dire distance algébrique. Cette distance va être positive si A se trouve à droite de S, c'est-à-dire si on va de S vers A dans le sens positif, et va être négative dans le cas contraire. Au tableau, là, est-ce que la distance SA est positive ou négative? Elle est négative. Et je vais l'écrire de cette manière-là, exprès pour vous embêter. C'est moins SA. SA, c'est une distance, hein, c'est quelque chose qui est toujours positif. Hein, ça, c'est, voilà, la distance entre S et A est de 3 cm. Et donc le SA bar qui est ici, on écrit comme ça, SA bar, la distance algébrique entre S et A, est égale à moins SA. En revanche, AS est égal à plus SA. Est-ce que c'est correct si j'écris SA est égal à moins AS? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire la notation AS? La distance AS, c'est la même que la distance SA. La distance, c'est positif. Donc ça, c'est correct, oui. Est-ce que c'est correct si j'écris AS est égal à AS? Oui, pour la même raison. Oh, très bien. Les distances algébriques, elles permettent d'utiliser une propriété que ne vérifient pas les distances, qui s'appelle la relation Chal. Vous allez écrire ici, parce que ça, on en aura probablement besoin aussi. Quand on a 3 points qui sont alignés, on peut écrire que AC avec une barre est égal à AB avec une barre plus BC avec une barre. Les distances algébriques, on peut introduire un point B ici, si vous voulez, et séparer les deux. Ça, c'est vrai pour toutes les distances algébriques. Si A, B et C sont alignés. C'est-à-dire, dans une situation où j'ai A, B et C comme ça, ce que je suis en train de dire, c'est que AC bar ici, c'est égal à AB bar plus BC bar. Ça, c'était vrai pour les distances aussi. Hein. Dans cette situation-là, on a aussi d'ailleurs AC est égal à AB plus BC. Par contre, imaginez que je prenne un point A ici, un point B ici, un point C ici. AC n'est pas égal à AB plus BC. Hein. AB, c'est déjà plus grand que BC, c'est plus grand que la C, donc on a cette distance-là, plus encore celle-là, bah, ça ne fait pas du tout celle-là, il faudra un signe. Ça, c'est pas vrai. Par contre, pour les distances algébriques, c'est correct. Dans les deux cas, AC bar est égal à AB bar plus BC bar. Simplement parce que là, maintenant, les grandeurs, elles ont des signes qui font que cette égalité est respectée. Avec ces distances algébriques-là, du coup, on peut écrire la relation de conjugaison du miroir. Ça s'écrit simplement SA bar est égal à moins SA'. Ça veut vraiment simplement dire que A et A' sont symétriques par rapport à X. On en écrira beaucoup des relations, enfin beaucoup, plusieurs des relations de conjugaison pour différents systèmes optiques. On en écrira pour le miroir sphérique, on écrira pour les lentilles, et il ne faudra pas se tromper, bien mettre des barres quand il y en a. Je réinsisterai sur ça, on s'arrête là pour.